C'est pour moi à la fois un privilège, c'est un honneur, c'est un plaisir de porter ici la voix de l'Union européenne à l'occasion de ce forum de Dakar qui, édition après édition, démontre sa valeur ajoutée, démontre son utilité pour échanger, pour s'écouter mutuellement, afin de tenter de bâtir ensemble des convergences politiques, des convergences stratégiques, et de tenter de déployer le meilleur de chacune et de chacun d'entre nous au service d'un projet et d'un espoir commun pour la paix, pour la sécurité, pour la stabilité, a fortiori dans un moment où le monde est confronté à cette menace du Covid qui nous ébranle, qui bouscule nos repères et qui nous amène à l'exigence d'agir le plus possible ensemble pour relever ce défi. Alors, j'avais prévu un discours écrit, mais l'inspiration au travers des discours précédents m'amène à faire le choix plutôt de parler avec spontanéité, de parler avec mes sentiments personnels quand je me tiens aujourd'hui devant vous. J'ai été naturellement impressionné, une fois encore, cher Macky Sall, par la puissance et la vision de ton message pour le continent africain, la puissance de ton message global pour le monde. J'ai été, bien sûr, touché, ému par la sincérité et la force du message exprimé par le président Cyril Ramaphosa, spécialement sur la question du Covid et des vaccins. Et bien sûr, j'y reviendrai dans quelques instants. Et puis, naturellement, il y a quelques instants, la présentation chirurgicale, lumineuse, extrêmement utile de la crise sécuritaire au Sahel présentée par le président Bazoum. C'est pour cela, je vous le dis, je suis ici devant vous avec humilité, avec modestie, pour écouter, pour entendre et pour réfléchir avec vous, afin que cette action commune, portée par l'Afrique, portée par l'Europe, puisse être utile pour la stabilité, pour nos peuples, mais également pour l'avenir du monde. Mesdames et messieurs, ça n'est pas un secret. Cela a été d'ailleurs évoqué. Nous avons, leaders africains, leaders européens, l'ambition de nous retrouver à Bruxelles pour le prochain sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne, après le sommet d'Abidjan. Et beaucoup de choses se sont passées dans le monde depuis ce sommet d'Abidjan. Et je voudrais partager avec vous cet espoir et formuler peut-être quelques idées, quelques réflexions à l'approche de ce moment que j'espère sera un moment différent, un moment qui pourra, je l'espère, donner un élan, donner une impulsion, avec cette idée portée par de plus en plus d'amis africains, d'amis européens, c'est l'idée d'une nouvelle alliance Afrique-Europe, d'un nouvel engagement bâti autour, j'en soumets la proposition, d'un double pacte. Un pacte pour la prospérité, un pacte pour le développement inclusif, un pacte pour connecter cette zone de libre-échange continentale avec le marché intérieur davantage pour plus de bénéfices partagés, mais également, bien sûr, cela va de pair, un pacte pour la sécurité et un pacte pour la stabilité. Mais avant de venir sur ces pactes et ces engagements sur la substance, il me semble qu'il est utile, en préparation de ce sommet, de tenter de décrire, dans le respect mutuel, quels devraient être les principes fondateurs pour ce changement de logiciel que j'espère plutôt radical pour ce qui me concerne, parce que je pense qu'il faut effectivement, dans ce moment de notre histoire, changer le paradigme de ce partenariat entre l'Afrique et l'Union européenne. Le premier principe, et Macky Sall l'a décrit une fois encore à la tribune des Nations Unies avec des mots justes. Et Macky, je te cite de mémoire, quand tu disais à la tribune des Nations Unies, je me tiens devant vous, moi, leader africain, et je vous dis que l'avenir devra mieux prendre en compte le respect de nos différences, mieux considérer que la diversité, c'est une force, ça n'est pas une faiblesse. Cet engagement pour la coopération, pour le respect des partenaires égaux, pas simplement dans le discours, mais dans la réalité du comportement, dans la réalité de l'action, c'est le premier élément qui devrait, je le crois, fonder cette nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe. Le deuxième élément qui doit nous retrouver, nous rassembler, parce que nous partageons, j'en suis totalement convaincu, cet ADN, c'est le respect pour la dignité personnelle, pour la dignité humaine, pour les libertés, pour la solidarité. Et nous avons, nous aussi, Européens,
à apprendre beaucoup du reste du monde et de vous, les Africains. Cette philosophie Ubuntu qui décrit ce lien indescriptible qui rassemble les femmes et les hommes d'où qu'ils viennent, où qu'ils soient, est certainement cette traduction de la solidarité qui pourrait être un élément central, je l'espère en tout cas, dans ce projet tourné vers l'avenir pour cette nouvelle alliance entre l'Europe et l'Afrique. Et puis, il y a un troisième élément, je le crois, que nous devons absolument prendre en considération. C'est le souci d'effectivité. Souvent, il est arrivé dans le passé que la main sur le cœur très généreux, on dise ce que l'on doit faire ou ce que l'on devrait faire sans le faire dans les mois ou les années qui suivent. Cette effectivité, vous pouvez l'applaudir, ce sera un encouragement pour nous tous d'être encore plus effectifs. Cette effectivité doit supposer que nous soyons prêts, Européens comme Africains, à faire le monitoring, à faire l'évaluation, à voir quand on s'engage quelques mois plus tard, quel a été le chemin accompli, qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui n'a pas encore été réalisé, comment on corrige, comment on donne les impulsions, comment on traduit cette volonté politique inébranlable pour faire en sorte que des résultats tangibles puissent être ressentis par nos populations respectives. Alors j'en viens maintenant à ces deux pactes que je souhaite proposer pour animer nos discussions, pour animer nos échanges. D'abord, le partenariat entre l'Afrique et l'Europe suppose, je le crois, le partage et l'échange. Dans un moment, nous le voyons bien, où le monde est confronté à une double transition. Pendant des années, une partie du monde en tout cas a cru pouvoir développer, améliorer les cadres de vie en exploitant de manière extrême nos ressources naturelles. Et nous voyons bien, on était nombreux à être ensemble à la COP26, que ce modèle arrive à une limite et que l'on doit donc courageusement, dans la coopération internationale, se poser la question de la manière dont on va développer ce nouveau logiciel économique et social pour l'avenir. Et dans ce cadre-là, évidemment que l'on doit être effectif, pragmatique et concret, et envisager aussi les transitions qui vont être nécessaires afin de réussir à ce chacun, sans laisser personne au bord du chemin, puisse être pleinement part de cette société nouvelle qui prend en considération le changement climatique, non pas seulement comme un défi, mais comme une opportunité pour innover, comme une opportunité pour revoir des modèles de développement, des modèles de cohésion sociale. Et puis, il y a cette transition digitale qui amène, on le ressent bien, on en parlait dans la désinformation, on le voit bien avec ces nouvelles menaces hybrides, ces attaques qui peuvent déstabiliser alors que nous n'étions pas, juste il y a quelques années, habitués à ce type de menaces. On voit bien aussi là que ce que l'on appelle le big data, les ressources digitales, seront probablement une des principales ressources économiques pour ce siècle et que la manière d'utiliser ces ressources doit nous mobiliser aussi pour ne pas commettre l'erreur qui a été commise dans le domaine climatique, c'est-à-dire pour ne pas abuser ces ressources digitales en niant la liberté, la vie privée, la liberté personnelle de chacun de nos citoyens. Là aussi, il y a, je le crois, un espace pour travailler ensemble, pour échanger, pour s'écouter, pour bâtir des espaces de confiance afin de créer les conditions pour cette capacité d'innovation, d'emploi, de prospérité, d'amélioration des conditions de vie. Et puis Macky Sall l'a parfaitement décrit, et j'ai eu l'occasion souvent, c'est un privilège que j'ai eu d'en parler avec vous, Monsieur le Président, la question du financement du développement va devoir être au cœur de nos débats. On va devoir, sans aucun tabou, regarder la capacité de mobiliser des moyens. C'est ce qu'on a commencé à faire depuis le mois de mai, et cette réunion à Paris, organisée par le président Macron, avec les droits de tirage spéciaux. Des premiers progrès significatifs ont été enregistrés, on doit continuer. C'est ce que l'on doit faire aussi avec la question des dettes qui représentent de réels boulets budgétaires pour nos pays africains. Comment peut-on agir afin qu'il y ait là une capacité aussi de donner de l'oxygène financier et budgétaire pour relever les défis de la prospérité sociaux, les défis sécuritaires. C'est ce que l'on doit faire aussi, je le crois, en essayant de stimuler le partenariat entre les secteurs publics et privés, créer de l'attractivité, créer de la sécurité juridique, créer de la stabilité qui permettent de faire en sorte qu'on puisse canaliser les moyens vers l'économie réelle, vers des projets qui puissent être réellement porteurs et conformes aux priorités des leaders africains. C'est en tout cas de cette manière-là que je souhaite envisager, chers amis, la préparation de ce sommet. Et je partage évidemment le soutien qui est exprimé à des débats qui ont du reste démarré depuis plusieurs années en Europe sur la question de la justice fiscale
internationale et les progrès enregistrés dans le cadre de l'OCDE sur ce point, qui sont la suite de l'action de l'Union européenne, des États-Unis et d'autres partenaires, certainement africains, qui ont été très engagés depuis longtemps pour plus d'équité, pour un monde plus juste et plus équitable sur ce sujet. J'en viens maintenant, très chers amis, chers collègues, à la question de la sécurité. Parce que nous le savons bien, nous pouvons avoir les plus beaux projets, les plus belles ambitions pour la prospérité, pour le développement économique. Là où il n'y a pas de sécurité, là où il n'y a pas de stabilité, le terreau est peu fertile, le terreau est peu propice pour permettre qu'il ait des capacités de concrétiser les projets dans la réalité. Et sur ce sujet-là, je partage aussi les points qui ont été exprimés, avec la nécessité, j'espère qu'on pourra progresser aussi, de mieux connecter nos architectures de sécurité africaines et européennes. Fort de l'expérience des dernières années, et vous savez que l'Union européenne, avec nos États membres, nous avons tenté d'être présents en soutien, en coopération sur le terrain sécuritaire, bien sûr dans la région du Sahel, également plus récemment au Mozambique, de façon de mettre depuis plus longtemps dans la Corne de l'Afrique également. Je forme le vœu, et peut-être pourra-t-on y revenir dans le cadre de ce sommet, de ces rencontres, que l'on puisse voir de quelle manière, nous, comme Union européenne, avec nos États membres, on puisse mettre à disposition des instruments flexibles, rapides, efficaces, que l'on pourrait déployer dans le cadre de ce dialogue politique indispensable, fait de respect mutuel entre leaders africains et leaders européens, en prenant en compte sérieusement l'ensemble de la chaîne, en prenant en compte aussi les leçons que nous devons avoir apprises les dernières années, notamment à la suite de ce qui s'est passé en Libye, des conséquences pour cette région du Sahel. Prendre en compte l'ensemble de la chaîne, c'est agir pour prévenir les conflits, agir aussi pour faire en sorte, quand il y a des conflits, qu'ils ne deviennent pas plus graves, mais qu'on puisse modérer la situation autant qu'il est possible, agir pour résoudre les conflits par le travail politique, par le travail de médiation, parfois par l'engagement militaire, qui parfois est nécessaire, mais agir aussi et tirer des leçons là est important. Une fois que l'on voit les premiers résultats des bénéfices de la paix, veiller à ce que la consolidation et le caractère durable de cette paix puissent devenir une réalité au service des populations. Voilà, mes très chers amis, les quelques messages que je souhaitais partager avec vous et vous dire mon ambition personnelle, mon espoir aussi, que ce sommet du mois de février puisse être une occasion pour faire un pas en avant, regardant ensemble dans la direction et portant la même ambition. Mais évidemment, je ne peux pas me trouver à cette tribune devant vous et ne pas, cher Cyril Ramaphosa, partager avec vous quelques réflexions en lien avec cette crise qui nous frappe de manière immédiate, imminente, le Covid-19. Et je voudrais encore une fois vous dire mon humilité, ma modestie, parce que je pense que cette crise mondiale doit nous amener chacune et chacun à être modestes. Nous avons appris au fur et à mesure. Et je voudrais dresser le portrait de la manière dont l'Union européenne a tenté depuis le début de cette crise d'agir, probablement parfois avec des erreurs, c'est possible, mais avec une sincère volonté de porter des décisions qui soient favorables pour que l'on puisse ensemble, sur le plan mondial, relever ce défi et vaincre cette crise qui nous frappe. D'une part, l'Union européenne, depuis le jour numéro 1 de cette crise, a été une des grandes régions dans le monde, parmi les seules qui produit des vaccins, qui a décidé de maintenir massivement les exportations de vaccins, quand d'autres grandes régions dans le monde, qui ont des traditions d'exportation et de production de vaccins, avaient fait d'autres choix. En clair, cher président Ramaphosa, au début de cette crise, les populations européennes étaient critiques envers les leaders européens, parce qu'autour de 50% des doses produites au sein de l'Union européenne étaient exportées, là où d'autres pays gardaient et thésaurisaient les doses de vaccins pour leur propre population. Deuxième élément, l'Union européenne a été une des premières entités politiques à se mobiliser pour porter le financement de COVAX. Faire en sorte, effectivement, que l'on considère que personne n'est en sécurité quand tout le monde n'est pas en sécurité. Et je reconnais, et nous reconnaissons toutes et tous, et on en parle beaucoup avec les collègues africains, qu'il y a aujourd'hui avec COVAX un instrument qui est utile, qui est positif, mais il y a des choses à corriger. Et on voit bien qu'il y a des entonnoirs, qu'il y a des freins, qu'il y a des difficultés, que l'on doit identifier ensemble. Et aujourd'hui, moi je tends la main à tous nos amis africains pour qu'on travaille ensemble, pour identifier les freins, ce qui amène les retards, pour fluidifier davantage la capacité de délivrer effectivement des doses au travers de COVAX. Et puis,
Il y a les donations bilatérales. L'Union européenne s'est engagée, j'en fais ici une fois encore la promesse, à mobiliser, nous l'avons dit au G7, 500 millions de doses avant la moitié 2022. Et je peux vous annoncer qu'avant la fin de cette année-ci, pour l'ensemble des pays en dehors de l'Union européenne, 250 millions de doses seront effectivement délivrées au départ de l'Union européenne. Et puis, il y a encore 2 points que je voudrais souligner sur ce sujet. Nous avons eu l'occasion, très vite, confrontés à cette crise du Covid, en contact avec nos amis africains, de constater, en regardant la carte du monde, qu'il y avait sur le continent africain une faiblesse et une fragilité structurelle. L'absence ou les limitations de capacité de production pharmaceutique et de vaccins. Et c'est un constat que nous avons dressé dans la franchise, dans le respect mutuel. Des discours ont été exprimés par rapport à cela. Parfois, en dehors de l'Union européenne, certains ont fait des discours très spectaculaires, en annonçant, dans un claquement de doigts, la libéralisation des propriétés intellectuelles. Et puis, pas grand-chose ne s'est produit. L'Union européenne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a engagé avec les pays, Afrique du Sud, Sénégal, Rwanda, nous sommes en contact maintenant avec le Ghana également, mais quelques autres, qui ont d'ores et déjà des capacités pour accélérer de manière opérationnelle, concrète. Moi, je suis très fier d'être dans un pays, le Sénégal, où en quelques mois, grâce à l'Institut Pasteur et au partenariat innovant à la volonté politique, on sera en capacité, ici, très rapidement, de produire des capacités vaccinales. Merci Macky Sall. Et puis, je voudrais enfin, sur ce sujet, remercier aussi les amis africains qui ont soutenu très rapidement une idée que j'avais eu le privilège de lancer il y a un peu moins d'1 an. Et c'est rare, sur le plan multilatéral et international, qu'en moins d'1 an, la proposition de négocier un traité pour prévenir les pandémies et pour être mieux préparé à l'avenir puisse faire l'objet, au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, d'une décision qui a été prise à l'unanimité de démarrer ces négociations. Parce que cette décision qui a été prise il y a une dizaine de jours à l'Assemblée générale de l'OMS, elle montre de manière éclatante, de manière extrêmement nette, à quel point, effectivement, les difficultés que l'on vit aujourd'hui, y compris les difficultés en termes de discrimination vaccinale que l'on doit corriger, les difficultés en termes de mobilité et les questions de transport qui ont été évoquées. Nous avons des tensions à l'intérieur de l'Union européenne sur ces sujets-là. Il y a des tensions entre les grandes régions dans le monde parce que beaucoup de grandes régions ont pris des décisions à différents moments dans la pandémie pour interdire ou bien réduire les capacités de transport. Moi, je forme le vœu que ce traité à l'avenir mette de l'ordre, mette de la méthode, mette de la science, mette de l'objectivité afin d'empêcher les discriminations à l'avenir sur ce sujet. Alors, mesdames et messieurs, je conclus, et vous me pardonnerez, je l'espère, d'avoir peut-être été un peu plus long que je ne l'avais souhaité initialement, en vous disant que je me tiens devant vous aujourd'hui avec une sincérité chevillée au cœur, avec un espoir, avec le souhait d'écouter, d'entendre, et avec le souhait que notre génération, africaine, européenne, qui porte une grande responsabilité pour dessiner le contour d'un monde meilleur, pour dessiner le contour de cet espace Afrique-Europe qui nous englobe et qui nous dépasse, soit à la hauteur du moment, soit à la hauteur de l'enjeu. Vous pouvez en tout cas compter sur ma détermination et la détermination de l'Union européenne. Je vous remercie.